RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour les amis de la BD et un bonjour particulier à nos auditeurs du Lot, notamment à Dominique à Haute-Loire. Ouais. Mais vous êtes quand même bien toujours sur RCN et vous écoutez le son des bulles. C'était l'accent du Lot, ça ? Non, c'est pas bien fait. J'y arrive mieux quand je suis là-bas tout le temps. Oui, j'en connais un qui le fait bien. Ouais. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Et nous retrouvons là nos fidèles chroniqueurs avec notre frétillante Françoise. Alors frétillante, pourquoi tu as mis frétillante ? Parce que je trouve qu'elle frétille. Alors tu frétilles. Bonjour Françoise. Pas frétillante. Il y a des brillantes, mais bon, faisons. Merci. Aujourd'hui tu frétilles. Et puis aussi on a Francine, dite Madame Dupont. Madame Dupont. Madame Dupont, Madame Dupont D. Madame Bonjour. Dupont-D ou Madame Dupont-T? Ah bah ça c'est toi qui choisis, c'est toi qui nous dit. Bonjour à tous. Bonjour, Francine. Et puis son Altesse Sérénissime, le roi Charles Bonjour. Ier. Bonjour. Et le meilleur. Le meilleur, bah oui, Le meilleur. je vous dis le meilleur, bah oui, forcément. On ne dit pas le seul, hein. Non. Donc le meilleur. Le meilleur. J'ose rien dire, oui. Et puis bien sûr, on aura Mirko qui va nous livrer tout à l'heure ses pépites. On a été le voir à la parenthèse et puis il nous a encore trouvé des tas de choses qui sont passionnantes. Bonjour aussi à notre technicien Jean-Luc qui nous supporte avec Bonjour, beaucoup de Jean-Luc. courage. Bonjour Jean-Luc. Il y aura fort à faire aujourd'hui. Hein, Oui, je crois. pense. Alors, voilà, aujourd'hui, Et puis Olivier. la dernière fois... Oui, alors Olivier, oui, c'est Ah, vrai. Olivier, mais mon cher Olivier. ça c'est Bonjour, implicite. Olivier. La dernière fois, nous avions annoncé le départ de Jean-Jacques. Eh bien, aujourd'hui, on vous annonce une arrivée. Pour compléter notre équipe, nous avons le plaisir d'accueillir David Bull, qui va nous apporter un regard de l'intérieur. Mais comment fait-il ? Alors David, qui es-tu ? Bonjour à tous, merci de m'introniser. Bonjour David. Bonjour à toutes et à Alors, tous. c'est vrai que de l'intérieur, parce que David, tu travailles déjà dans ce domaine-là. Alors effectivement, je suis donc auteur de bande dessinée avec l'association Philactère, donc, qui œuvre dans la région Meurthe-et-Moselle depuis 2003 maintenant. Donc un peu plus de 20 ans de bande dessinée à mon actif. Alors pas tout seul, avec le collectif bien sûr. Donc on a démarré le collectif avec une petite revue qui s'appelait le Nancy. Un petit jeu de mots avec Nancy, donc c'était... Ah ça. oui, Voilà. c'est bien. Nancy. Oui, Oui, d'ailleurs, c'est cohérent. On aime bien les jeux de mots dans la sauce. Et puis donc les projets se sont un petit peu enchaînés dans l'association en 20 années d'existence, avec des revues comme par exemple VHB, Vampire Hunter Brigade, avec au scénario Florent Baudry qui est dans la région de Toul, donc un ami également avec qui j'ai travaillé et co-créé la série. On a eu Bertrand Cafterian, donc là on a accepté un Messin. Bon, c'est... Sacrilège. Ah oui, Charles, un mot à dire. Non, je ne dis rien, là, parce qu'on va vendre les textes, c'est gentil. Il faudrait qu'ils viennent pour voir les têtes qu'ils ont, les Messins. Voilà, il nous en fallait un de l'équipe, on en a pris un quand même, faut pas déconner. Ah, j'allais écouter. Et donc c'est Bertrand Cafterian, donc un auteur de bande dessinée avec Carlos, son scénariste. Et puis Bande de Rats, un copain aussi qui est du côté de Pont-à-Mousson. Donc on a vraiment toute une bande de copains qui est amateurs pour la plupart, qui sont passionnés de bande dessinée vraiment depuis des années. Et alors, pour certains, on n'est pas pro, enfin, on édite des revues, on n'est pas distribué à l'échelle nationale, mais on exerce pas mal au niveau local. Voilà. D'accord. Alors, moi, si je puis me permettre, j'ai fouillé parce qu'il faut savoir qui on invite là, quand même bien dans sûr. l'émission. On ne peut pas inviter des inconnus comme ça. Alors, j'ai vu quand même, pour résumer, que tu es verdunois de naissance. Oui. Verdunois, ça veut dire de Verdun. Tout à fait. Me regarde Au pas cas quand où, tu quoi. dis ça. Au cas où. Et non pas Verduné, attention. Ah oui, le jeu de mots. Ah oui, Le jeu de mots et calembour. On n'a pas fini avec Ouais. On n'a David, pas hein. fini, c'est bien. Donc, tu es verdunois de naissance, tu es illustrateur, comme tu viens de le dire, sculpteur, Oui. auteur de bande dessinée, là aussi tu l'as dit, modèle vivant pour Oui. les étudiants de Beaux-Arts. Faut pas trop lire ça, parce que après, je vais t'embêter. Non, mais c'est bon, mais c'est vrai que tu as une bonne 20 années de modèles vivants, et donc j'ai appris à dessiner à d'autres jeunes. Ah, aussi, ouais, voilà. Ça, c'était bien.
Tu as publié récemment un carnet de croquis sur la Première Guerre mondiale dont le titre est Tranché sur le vif et que tu es président, comme tu l'as dit aussi, de l'association Phylactère qui met en avant la bande dessinée lorraine. Donc ça fait beaucoup de choses. Et donc la première question moi, qui m'est venue à l'oreille, est-ce que ça a été facile pour toi de trouver une heure pour venir au son des bulles avec tout ce que tu fais? Oui, bah ça va, je ne suis pas non plus débordé en termes de travail. C'est vrai que j'ai un agenda bien rempli au quotidien, on va dire, avec tous les projets qui m'arrivent, alors, ou les commissions, les travaux que je dois faire, les projets en cours. Bon, c'est vrai que on trouve toujours du temps, c'est pas le problème quand on est artiste, ça va. C'est vrai. Bon, c'est pas un souci de se débloquer du temps pour. On le rattrape autrement. On le rattrape autrement, ouais. Et on va s'attarder un petit peu aussi, alors comme tu l'as fait sur ton activité d'illustrateur et d'auteur de bande dessinée, le dessin et l'illustration, pour toi, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps t'as ça en toi depuis toujours ou... Je pense, ouais, parce que quand j'étais gamin, déjà ma mère elle me filait des crayons, donc je bougeais pas trop. Et quand elle me lâchait au supermarché, j'allais dans le rayon bande dessinée, donc du coup, on me repérait le soir, on me disait le petit David Bull est attendu à l'accueil. Donc c'était une autre époque, on pouvait nous lâcher dans les rayons sans trop de problèmes. Et puis c'est vrai que la passion de la BD a toujours été présente très très tôt. Ouais. Parce que tu t'appelles Bull. Oui, c'est mon vrai nom. Hein. Je tiens à le dire. Et David, c'est aussi mon vrai nom, ça c'est BD. Trop fort. Voilà, je ne pouvais rien faire d'autre, a priori, de ma vie. T'étais prédestiné. Sans doute, ouais. Prédestiné à ça, pourquoi pas, ouais. David Bull au son des bulles. Bon, c'est cohérent. C'est comme, je pensais, c'est comme le festival de BD à BD. Vous savez qu'il y a un festival de BD à BD. En Bretagne, on est quand même, c'est pas loin. Ouais. Et je trouve que comme cohérence, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Mais en Allemagne, ça veut rien dire. C'est pas... Enfin, alors ça, j'y ai pas pensé. Parce qu'on dit comment en Allemagne justement, j'étais en train de me dire, parce que est-ce qu'ils parlent français en Bretagne déjà, tu vois, donc, ouais. Alors moi qui suis de souche bretonne, si effectivement ils parlent français. Ça leur arrive. Oui, si, quand même. On en reparlera. Voilà pour la petite anecdote. Et toi, tu as appris à dessiner au supermarché, c'est pas ça? Non, t'as fait une école quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas d'école. Complètement autodidacte en fait. Je recopiais des pages complètes de petits comics ou des choses comme ça pour apprendre à dessiner. Alors, au début, c'était pas glorieux, mais donc le travail, les années, la rencontre d'auteurs aussi, d'auteurs de bande dessinée, quelques déplacements à Paris. Donc ça m'a pas mal dégrossi. Et puis le travail au quotidien, quoi, les routines, la petite routine journalière du dessinateur avec son petit café le matin pendant 1 heure avant de démarrer les projets. C'est quoi? C'est un échauffement là? C'est comme un musicien quoi, qui ferait un peu ses gammes avant de démarrer un morceau complexe. Mais c'est un peu l'idée. Quoi, et on prend son pli comme ça. Mais il n'y a pas de secret en fait. Moi, je ne crois pas trop au talent, à la magie du mec qui en saurait plus que des autres. Tout ça, c'est que du boulot et encore du boulot. Quoi. Voilà, Et vous, Charles, c'est aussi tous les matins avec le café ou c'est le soir avec autre chose? Je sais pas. C'est comme... Le matin, le midi, le soir. Je me réveille la nuit aussi. C'est tout le temps. Oui. C'est du boulot continuel. Oui. Parce qu'on a 2 dessinateurs maintenant. Oui, attention, on est pointu. Moi, ça devient sérieux là. Ça devient sérieux. Et comment tu définirais ton style je m'inscris dans la gamme des réalistes. Quoi. Dire, j'ai pas un style à la Reiser ou des choses comme ça. Mais ceci dit, ça paraît simple, c'est complexe. Ça ne veut pas dire que parce que le dessin n'est pas Michelangelesque, peut-être. Voilà. Tous les dessins se valent. Il n'y a pas de. Oui. Ce qui compte, c'est la narration, ce qu'on veut raconter. Dans le BD, c'est que ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Voilà. Donc le dessin, c'est un support, c'est un médium. Et puis on s'adapte. Je me souviens d'une bande dessinée que j'avais lue, les personnages c'était une goutte d'eau. Donc il y avait juste un trait, demi-rond et terminé. Et j'avais été tombé en admiration en me disant quand même la simplicité du trait, et ça parlait, c'était vraiment... des fois les purs, c'est quand même... Des fois, j'avais acheté une BD à Angoulême, une année, c'était des BD, c'était des cases en noir et blanc. Et à la fin, la dernière case en noir et blanc, c'était tic, tac, tic, un gamin qui jouait à éteindre la lumière. Donc, c'était noir, blanc. Puis la dernière, on avait la. Donc voilà, c'est génial. Parce qu'on peut... Quand on prend Marc-Antoine c'est de la BD, Mathieu... c'est pas du roman photo. Tu sais pas que tu dessines pas. Ça n'a rien à voir. Donc, tu peux être dans des trucs très simplistes ou très complexes. Voilà. Je disais, quand on prend Marc-Antoine Mathieu et le travail qu'il fait justement sur le noir et blanc, et son dernier album qui vient de sortir, Deep Me, où on a pratiquement 70 pages, où il n'y a que des cases noires, mais où il joue
justement sur l'intercase, etc., sur les dialogues et tout, c'est absolument fabuleux. Fabuleux. Et pourtant, il y a pratiquement que des cases noires tout au long de l'album. Ok. Ah oui, mais après, il faut trouver la légende. Le Fred avait fait un album, c'est que des cases noires. Et une qui m'avait frappé, c'était une case noire. Et c'était la place Saint-Marc, vue de l'Étui. Voilà, exactement. Ouais. C'est bien, ça. Celle-là, elle est marquante, effectivement. Oui. Mais, tu crois que si on se fait un album avec des cases noires, ça marcherait? Bon, on peut essayer, mais il y a la narration. Et la narration, Le c'est ça plus qui est retenu. important, Ouais. c'est la narration. et Et la Séquentialité. séquentialité. Des images. Attention, on a nos références, on a appris nos leçons. Et les phylactères. Quelques mots aussi sur tes activités de sculpteur. Tu Alors, voulais pas trop en parler de modèle vivant? Ouais, disons, sculpteur, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que j'étais prof de modelage et de sculpture dans différentes MJC, etc. Mais c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. C'est quand même un complément vachement intéressant. La 3D, générer des personnages, des gargouilles, des personnages comme ça qu'on peut modeler, qu'on peut me redessiner ensuite. Donc moi, ça m'a beaucoup appris. Enfin, même le fait d'être modèle vivant m'a beaucoup appris aussi sur la présence comment on se tient, les assises, le corps. Donc c'est super, tout est intéressant. Pour être dessinateur de bande dessinée, il ne faut pas juste uniquement regarder de la bande dessinée. Il faut regarder de l'architecture, il faut aller voir des peintres classiques, il faut regarder des sculpteurs, il faut regarder l'abstraction, il faut tout regarder. Parce que tout nourrit. En fait, il y a pas. C'est très sclérosant d'uniquement regarder que de la bande dessinée, je pense, pour un auteur de bande dessinée. Il faut tout regarder. D'accord, il faut se Il y a nourrir. même certains dessinateurs justement qui modélisent avant pour bien avoir toutes les faces et tout. Je pense à Jean-Marc Rochette, qui pour le transfert personnage avait modelé les têtes des différents personnages et tout pour pouvoir les... Il y en a qui font même leur maquette complètement, qui réalisent, qui font des photos, qui prennent des copains en photo pour la lumière, pour des choses. Le Tardy bosse beaucoup d'après photo. Donc c'est pas le problème de dire c'est un peu de la triche quand même, il pompe. Non, parce qu'on en refait quelque chose, on remodèle quelque chose d'après le réel. Donc l'intérêt c'est pas de recopier, on s'en fout de recopier. C'est qu'est-ce qu'on en fait, quelle poésie on apporte, quel mystère on ajoute, quelle dimension supplémentaire on apporte à l'image. Et donc c'est ça qui est vital en BD. Quand on pense justement à Alex Sinker, dont on parlera dans une prochaine émission, lui, il achète les petites voitures, les trains, etc., pour les avoir sur toutes les faces. Et pour pouvoir après justement déjà comprendre, ce qu'il explique, c'est comprendre l'objet pour pouvoir après justement le dessiner. C'est passionnant. On ira peut-être te voir dans ton atelier à la limite pour faire un petit reportage. J'essaierai de ranger un peu, c'est le bordel. On te préviendra. Promis. Mais pas d'improviste. Avec grand plaisir. Ouais. Ça sera sympa. Et puis encore, alors on n'aura pas le temps, je pense, de parler de trancher sur le vis. On en parlera sans doute une autre fois parce que c'est un travail qui est formidable. Et ça serait intéressant justement de l'évoquer. Alors cela dit, moi j'ai vu un petit reportage sur France 3 qui était consacré à les voir parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait ce reportage. C'était Laurent Parisot qui a fait un très beau reportage à plusieurs reprises. Surtout ces 4 années, donc c'est dense quand même. Il y a 4 ans de dessin, donc c'est assez touffu comme réalisation. C'est ça. Donc on va pas en parler en 2 minutes. On pourra mettre le lien sur notre Facebook. Ah oui, volontiers. Comme ça, les amis pourront suivre. Les 3 petites questions. Les 3 dernières questions. Ça va aller vite. C'est pour toi, parce que pour savoir un petit peu ce que dans le monde de la BD, la meilleure BD pour te détendre, ça serait laquelle? Alors pour me détendre, moi j'ai été, c'est Undertaker en fait, avec chez Dargaud de Raph Meyer et donc Caroline Delabie et Xavier Morrison scénario. Ça, j'avais adoré Undertaker. J'ai dit ce truc-là, il faut qu'il soit adapté en série, en film, parce que j'ai retrouvé l'esprit des westerns. Moi, j'ai adoré quoi. Donc pour se détendre, Undertaker, c'est bien le croque-mort, c'est ça? Le croque-mort, voilà, c'est calme. La meilleure BD pour te cultiver? Alors c'est compliqué ça, c'est compliqué. Alors, mais je mettrai un petit point d'honneur à citer Astérios, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Penet, Frédéric Penet, donc avec le tendre au scénario, et il m'avait corrigé des planches à moi à l'époque du Covid. J'avais envoyé des planches, il a eu l'amabilité de me corriger quelques planches de bande dessinée. Il l'avait très bien fait et c'était super. Donc j'ai un très bon contact avec Frédéric. Ça veut dire quoi, corriger une planche?
me corriger, c'est-à-dire me modifier des petites choses. C'est pas grand-chose, il faut une attitude, un mouvement, un premier plan qui n'est pas trop bien senti, une contre-plongée, des choses comme ça. Donc on va, c'est des petits détails, mais qui peuvent, entre dessinateurs, on s'apporte des choses énormément. Et oui. Voilà. C'était bien ma question. Oui. Parce qu'on apprend beaucoup par rapport à ça. C'est impressionnant, oui. On apprend à tout âge. Et puis en un mot, la meilleure BD pour épater tes amis? Alors moi j'ai Les Indes fourbes. Les Indes fourbes de chez Delcourt, de Guardindo. Et alors ça, j'ai pris un plaisir fou à la lire. J'ai ri. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri avec une bonne BD dans les mains. J'ai pris une bonne claque avec Les Indes fourbes. Ça, super. Et ça, parce que bref, on peut pas spoiler parce que c'est une BD qu'il faut la lire. Oui. Parce il y a 3 parties, mais à chaque fois, c'est génial. Merci David, j'ai dépassé un peu. C'est pas grave. Alors nos amis et auditeurs, chers chroniqueurs, je pense que vous êtes tous dans les starting blocks pour Noël. Eh bien oui. Alors, on a concocté une émission spéciale sur Noël. D'ailleurs, on a des pulls de Noël. Enfin, certains. Et donc, la mission de nos chroniqueurs, c'était soit trouver une BD à offrir, soit quelque chose qui parle de Noël. Enfin voilà, faire Noël. Donc, on va commencer par le Charles. Le Charles, c'est bien Charles, c'est notre cadeau de Noël. Alors, comme chaque année, on attend Charles. Et on attend quoi de Charles, comme à chaque émission? Alors, qu'est-ce qu'on Alors, on attend notre roi Charles qui nous parle des BD que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Hein, c'est ça, Charles? Oui, bien sûr. Alors, je suis vraiment désolé de rompre le climat anodin de cette émission pour élever le débat et traiter d'un sujet austère, délicat, difficile. Du sérieux. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de problèmes d'argent, de fric, de pognon, de pèse, d'oseille, d'artiche, de blé, de flouze, bref, de ce crottin du diable. Un sujet qui n'est abordé sérieusement par que seulement 2 revues reconnues par la finance internationale, The Wall Street Journal et bien sûr le bimestriel Picsou Magazine, qui fête cette année ses 50 ans de publication. Ce magazine est édité par Unique Heritage Entertainment sous licence de la société The Walt Disney Company, captivant une moyenne de 1 700 000 lecteurs. Ce magazine est classé dans le top 5 des plus importantes publications de presse. Il demeure un des plus lus par la tranche des 7-12 ans. C'est le même nombre d'auditeurs, non Alors, depuis 1972, ce bimestriel permet à de jeunes lecteurs d'appréhender les problèmes de la finance et de bien comprendre, en lisant les aventures de l'oncle Picsou, qu'un sou est un sou et qu'il faut prendre garde de ne pas se faire dérober nos avoirs par des malfaisants, toujours prêts à s'emparer des biens durement acquis par le travail qu'on peut faire par d'autres. Réputé par son avarice, oncle Picsou a pu devenir le canard le plus riche du monde en accumulant sou par sou une immense fortune qu'il cache dans un coffre géant qu'il possède à Donaldville. Un coffre dans lequel il va régulièrement prendre des bains d'argent et sur lequel il doit continuellement veiller pour éviter que sa fortune puisse être dérobée par ses plus redoutables ennemis, les frères Raptou. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le personnage de l'oncle Picsou n'est pas une création de Walt Disney. Il a été inventé par le dessinateur Carl Barks en 1947 pour Full Color Comics, une revue BD américaine très populaire où on retrouvait les personnages de l'univers Disney, alors Mickey, Donald Duck, Dingo, mais aussi de grandes BD classiques comme Terry et les Pirates de Milton Caniff ou Dick Tracy de Chester Gould, de grands classiques que nous avons déjà évoqués sur cette antenne. Ce qui est dommage, c'est que ce magazine, qui demeure en France un des plus forts tirages des publications destinées à la jeunesse, ne fasse pas la part belle à des dessinateurs et des scénaristes français. Les BD publiés dans le magazine sont soit des reprises de créations originales de Karl Barks ou des adaptations publiées dans le magazine italien Topolino. Topolino, c'est le Mickey italien. J'ai pas trouvé de dessinateurs français parmi la multitude de dessinateurs qui ont signé des histoires de l'oncle Picsou. Pourtant, on a à Nancy même les artistes qu'il faut. Le Nancéen Thierry Martin est l'un des 14 artistes européens qui a l'accréditation Walt Disney pour dessiner les aventures de Mickey. Exact. Ouais.
Il faut l'accréditation. Bon, alors, outre le créateur du personnage, enfin Karl Bass, il faut citer un autre dessinateur américain, Keno Don Rosa, qui a renouvelé le personnage de Picsou sous son aspect, laissant apparaître, au-delà de son avarice et de sa bougonnerie, la solidité d'un lien familial qui le lie à ses neveux. Est-ce que vous les connaissez, les neveux? Riri, Fifi, Loulou. Ah, bah c'est bien, c'est bien. Bon, voilà. Quand même. Ah, c'est bien. Alors, vous trouverez dans tous les kiosques, chez tous les marchands de journaux, la dernière livraison de Picsou Magazine, le voilà. Donc, nous en sommes au numéro 566. Très bon rapport qualité-prix, 6,50 € pour 290 pages, 40 pages. 40 pages sur des rubriques d'actualité adaptées au public cible, sport, jeux vidéo, manga, sciences et techniques, etc. Et 250 pages de BD, parmi lesquelles une pépite ce mois-ci, Noël sur le mont aux ours, la première BD mettant en scène l'oncle Picsou, dessinée par Karl Bass en, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de suivre, 1947, voilà. Bon. Il faut prendre des notes maintenant. Écoute, bref, Picsou Magazine est un canard qui raconte des histoires de canards. Et il n'est pas étonnant qu'un magazine basé sur la culture des oiseaux palmipèdes de la famille des Anadidés rencontre en France un tel succès. Car nous avons élevé la vénération que nous portons à ces volatiles à un niveau jamais atteint par aucune civilisation, en établissant en leur honneur un rituel chanté et dansé qui témoigne une fois de plus le génie de la France éternelle. Alors attention. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin comme les petits canards. Et pour que tout le monde se marre, buvez du popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Enfin là, bon, c'est tout. Merci Charles. Merci beaucoup. La rubrique dansante. Bon, voilà, c'était. Alors après la rubrique dansante. Vous êtes spécialiste en ornithologie alors, du coup. Picsou Magazine quand même, c'est pas. En canard. Ce sont des histoires de canards. Oui. Bah bien sûr. Ok, et bien après ce petit moment musical, on va passer à un autre moment musical qui a été choisi par David. Pourquoi tu as choisi celui-là d'ailleurs? Alors, parce que c'était, quand j'ai regardé les Watchmen, c'était donc là, une scène d'introduction du passage du comédien par la fenêtre, un des héros des Watchmen. Et donc, il y a cette scène où il affronte un adversaire incroyable, et puis sur un fond musical très, très souple. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. On va l'écouter. Le son des bulles sur RCN. Eh bien, une très belle pause musicale. Et c'est vrai que si vous regardez les Watchmen avec cette musique-là, c'est quand même formidable. Formidable. Merci David. Et bien maintenant, on va retrouver Mirko à la parenthèse. Ouh, Anne-Marie, tu es allée préparer tes cadeaux de Noël. Ah oui, c'est important les cadeaux de Noël. Ah oui, surtout en cette période. Ouais. Eh bien, bonjour Mirko, nous nous retrouvons donc à la parenthèse. Et là, cette fois-ci, Mirko, il y a un challenge. On a besoin de conseils, c'est Noël, on a des cadeaux à faire. Super. Alors attention, moi j'ai des questions précises. Très bien. Si je dois offrir un cadeau de Noël à un ado, je sais qu'il faut des mangas, mais qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, des mangas, ça tombe bien. Il y en a plein de biens. Il y a des titres que j'ai déjà parlé dans de précédentes émissions, mais comme c'est Noël, on les remet en avant. 3 séries, 3 titres, 3 salles, 3 ambiances. La première, Spy X Family, qui correspond aussi bien pour un garçon que pour une fille, qu'importe. De toute manière, j'ai pris des trucs qui vont pour les deux. Okay. Une histoire d'un espion dans un pays un peu dictature, qui est en mission d'infiltration. Il doit se faire passer pour un père de bonne famille dans le but d'atteindre des notables. Il va aller adopter une petite fille, sauf qu'il ne sait pas que cette petite fille est télépathe, et elle se dit « je vais tout faire pour aider mon nouveau papa dans sa mission ». Et il va trouver une compagne pour faire un mariage un peu blanc. Cette jeune femme, une belle brune, qui a l'air d'être plutôt une employée de bureau, mais qui a un deuxième métier. Son métier, c'est tueuse à gages. Et donc cette famille, remplie de quiproquos, vont essayer chacun de réaliser sa mission, et puis essayer de ressembler à une famille. Donc c'est drôle, c'est plein d'action, et ça correspond à tout ce qu'il faut. Ok. Autre titre, Frieren, un réussi d'Heroic Fantasy. En gros, ça se passerait
après avoir vaincu le grand méchant. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que les héros ont accompli leur quête, qu'est-ce qui se passe? Et on va suivre notre héroïne, c'est l'elfe de la bande, qui dont le temps passe très très lentement, elle est quasiment immortelle, et qui, 50 ou 60 ans après avoir vaincu le héros, décide de revoir ses compagnons. Malheureusement, il y a des humains dans la bande qui sont très très vieux et tout ça. Et donc ça va être comment on aborde le temps. Et en même temps, on va se relancer sur une nouvelle quête. Et puis enfin, le manga de l'année pour moi, c'est Dandadan. J'avais parlé de ces deux adolescents. Lui ne croit pas aux esprits, mais croit fermement aux extraterrestres. Elle, c'est l'inverse. Elle pense que les esprits existent, pas les extraterrestres. Ils vont se lancer un défi et découvrir que les deux existent. Et là, c'est le début du bazar. C'est drôle, ça va à 100 à l'heure. Pour un petit peu plus grand quand même, parce que c'est un peu sexy, on va dire, des fois, et avec des thématiques de grands lycéens. De grands lycéens, ok. Voilà. Alors maintenant, on va monter un petit peu d'un grade. Et pour une personne d'environ 30 ans, mais qui n'y connaît rien en BD, pour lui faire découvrir, lui faire aimer, qu'est-ce que tu me proposes? Tout simplement, la meilleure BD que j'ai lue cette année, à mon sens, c'est Okaei, qui est un western, mais loin d'être un western classique, puisque Neyef est issu du label 619, collectif d'auteurs très modernes qui mixent plein de genres. Là, ça va être un western, un double récit et le parcours initiatique d'un jeune enfant, il a une dizaine d'années, il est d'origine Lakota, mais il a été élevé par un pasteur blanc. Un jour, des bandits Lakota arrivent et lui expliquent que, quoi qu'il en soit, il ne sera jamais assez blanc pour les Blancs et que pour les Indiens, c'est un Blanc et il ne sera jamais assez rouge. Et donc, ils l'emmènent dans leur... eux, ils sont en pleine quête de vengeance et ils sont déterminés à tuer des gens. Et donc, voilà, c'est cet enfant emmené par ces bandits qui sont épris de liberté, mais qui en même temps veulent lutter contre les exactions qui ont été faites au peuple amérindien. C'est sur fond de réalité. De réalité, ça parle aussi un peu d'appropriation culturelle, de plein de choses. C'est absolument formidable. Il y a des planches qui sont d'une beauté, des superbes ambiances de western. Et pourtant, c'est très moderne. C'est un peu un renouveau du genre. Ok. Enfin, on va passer à une catégorie un peu plus au-dessus, c'est-à-dire quelqu'un sexagénaire, mais qui connaît bien la BD, qui en a déjà beaucoup lu. Alors là, c'est un peu plus difficile, je crois. Ouais, mais j'ai deux choses. Alors, s'il a 60 ans, je pense que quand il était jeune, il a dû écouter Jimi Hendrix. Forcément. Forcément, ou du moins je l'espère. J.M. Dupont et Mezzo avaient fait il y a quelque temps une biographie de Robert Johnson, le bluesman. Cette fois-ci, ça va être la vie de Jimi Hendrix. Ça sera en 2 parties. Là, c'est avant qu'il part on va suivre de sa naissance jusqu'au moment où il part à Londres et avant qu'il explose. C'est très bien, c'est absolument merveilleusement dessiné. Mezzo est au sommet de son œuvre. C'est formidable. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Et après, un petit peu moins rock'n'roll, mais tout aussi classique. Voilà, Isabelle Franquin, la fille de Franquin, a réuni des dessins que son père réalisait lorsqu'il lui offrait un cadeau pour Noël, Pâques ou quoi que ce soit. Il a agrémenté toujours d'un petit dessin qui ont tous été archivés, c'est la famille proche. Et donc tout ça, c'est le recueil de ces dessins. Donc là, on rentre clairement dans l'intimité de la famille Franquin et on découvre un Franquin tendre, mais avec des dessins toujours aussi époustouflants. Pour tout fan de Spirou, c'est vraiment... ça peut être des petites choses comme ça qui ont été faites. Ou alors, ça démontre encore toujours tout son génie. C'est un beau livre d'illustration, c'est que de l'inédit, puisque évidemment ce sont les archives familiales. Pour les grands amateurs de Franquin. Pour les amateurs de dessin. Voilà. Et puis on va finir par les oubliés de la BD, souvent, les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on offre à une femme pour lui faire aimer la BD? Pour lui faire aimer la BD, parce que moi je pense que les femmes sont de moins en moins les oubliés de la bande dessinée. Ça va sont mieux. de plus en plus
on a de plus en plus de lectrices et de super lectrices. Ce qui est bien, c'est que ce sont un lectorat extrêmement curieux. Donc je vais parler de deux choses complètement différentes. D'abord, la biographie de Gisèle Halimi, très intéressant. Personnage très important pour les droits des femmes, voilà, on la présente plus. Mise en bande dessinée, ça peut parler aussi de son enfance jusqu'à ses grands combats juridiques. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, quelque chose de beaucoup plus léger, de plus frivole, mais complètement assumé, puisque Margot Motin, qui est une dessinatrice un peu dans l'air du temps, un peu très réseaux sociaux, j'ai envie de dire, va raconter l'emménagement avec son nouveau compagnon. Elle avait déjà une fille, lui aussi, et donc ça va être comment cette famille recomposée va emménager avec, évidemment, elle a son idéal de vie de famille qu'elle se fantasme, dans sa frivolité la plus totale, et en même temps ça passe pas toujours, et que son gars il a envie de faire autre chose, et que ça se passe pas toujours, et pourtant ça va être aussi une histoire de consensus. C'est très tendre, c'est très attachant, je m'attendais pas à aimer autant que ça, je pensais que ça serait vraiment un peu bête et stupide, eh bien non, c'est beaucoup plus tendre que ça en a l'air. D'accord, et puis ça va parler à beaucoup de monde, ça va parler à beaucoup de gens. Ok, merci pour cette première partie, et on va continuer tout à l'heure avec tes coups de cœur, et vraiment on te laissera carte blanche. Marche. Voilà, avec ça, mon sapin commence à se garnir. Mais dis-moi Olivier, je suis très inquiète. Tu nous annonces que le Père Noël est mort ? Ouais. Alors je sais, c'est la période de Noël. Je suis un peu comme Charles tout à l'heure, qui était un petit peu décalé, et puis avec des idées un peu tristes et d'argent. Moi, c'est pas d'argent, quoique, que je vais vous parler. Mais voilà, c'est la période de Noël, c'est la fête, c'est les papillotes, tout ça, machin. Et avec nos âmes d'enfants, on a tous l'impatience de l'arrivée du Père Noël, avec sa hotte chargée de cadeaux. Je sais pas d'ailleurs si vous avez fait vos lettres au Père Noël, mais bien moi, sûr. oui. Bah oui, bien sûr. Tout le monde l'a fait. Bon, c'est bien. J'ai vu que Francine la faisait en cours d'émission en écoutant Mirko. Mais pardon, j'ai une info qui va sans doute plomber l'ambiance. Le Père Noël est mort. Alors, c'est ce que j'ai appris du moins dans l'album de Zero Calcare, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, c'est un italien, aux éditions Cambourakis. C'est un album qui est sorti en novembre 2022, que j'ai pas là sur le truc, parce que je l'ai oublié à la maison. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le Père Noël est mort, ça s'est passé un 9 octobre, pour être précis, dans le siècle dernier. Une fracture du fémur. Un état général qui s'est dégradé, et voilà, c'en est fini du Père Noël, il a rejoint le ciel. Alors à ses obsèques, il y avait du monde, forcément, des PDG, des chefs d'État, puis aussi ses amis, Lapin de Pâques, Souris la petite et le Père Fouettard, et puis bien d'autres. C'est vraiment très triste comme situation. Mais bon, faut bien que les affaires reprennent, après tout. The show must go on, comme on dit outre-Atlantique. Alors oui, je sais, c'est un peu terre-à-terre dit comme ça. Et ça enlève un peu le charme de la magie de Noël. Mais bon, voilà. Alors au départ, après le Père Noël, c'est le fils Noël qui a repris les rênes de l'entreprise. Je trouve le jeu de mots assez sympa. Les rênes de l'entreprise. On fera un geste quand ce sera un jeu. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'en ai pas beaucoup là. Mais le problème, c'est que le fils Noël, sur les réseaux sociaux, on a des images de lui dans des soirées nazies, sadomaso, et ça fait le buzz. Et c'est vraiment pas bon pour les affaires. Alors du coup, c'est la fille du Père Noël, celle qui traînait, je crois, avec le fils du Père Fouettard, voilà, d'après Dutronc. Elle s'appelait Marie-Noël. C'est ça, Marie-Noël. Il s'appelait Jean Balthazar. Exactement, on a quand même les donc c'est la fille du Père Noël qui a repris le poste de direction. Et là, féminisme oblige, alors je vais me faire disputer, c'est restructuration de l'entreprise, diversification de l'activité, optimisation des processus, et donc licenciement des milliers de lutins. Les pauvres lutins, alors là, ils ne se sont pas laissés faire quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. C'est la grève, le blocage de l'entreprise, les forces de l'ordre sont intervenues, et c'est le drame. Un lutin est mort dans une manifestation. Alors les politiques, ils essayent d'étouffer l'affaire, mais ça a entraîné d'autres événements que, bien sûr, je vous laisserai lire dans l'album, parce que je ne vais pas tout vous raconter non plus. Alors, c'est un album qui est vraiment intéressant. Nous qui aimons bien ici les albums un peu décalés, on aime bien ça quand même. Et là, on est servi. C'est un conte de fées complètement déjanté. Alors, je pense que l'auteur Zero Calcare
peut-être que quelqu'un me donnera sa prononciation précise. Zéro Calcaré a vraiment pris du plaisir dans la rédaction de cet album. Retrouver les personnages de l'imaginaire collectif dans des situations concrètes et terre à terre, c'est vraiment très drôle. Mais au-delà de la caricature, c'est un peu une dénonciation de la dérive commerciale des fêtes enfantines que l'auteur a voulu apporter. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve. Charles, t'es battu. Charles m'a battu. Alors, tous ces beaux joujoux-là sont souvent maintenant des objets bas de gamme, il faut bien le dire, qui viennent de l'autre bout de la planète et qui gonflent les portefeuilles d'entreprises qui, en fait, n'en ont rien à faire avec la magie de Noël. Alors, voilà, c'est un peu ce que dénonce cet album. Et le plus aussi dans cet album, ce sont toutes ces références à des personnages et des événements qui se sont vraiment déroulés. Et ça, c'est vrai, il a fait ce principe. Le Père Noël est vraiment mort, alors. Non, c'est des références, en fait, c'est pour dire. Mais, par exemple, la mort du lutin, je vous ai exposé tout à l'heure, c'est une référence à la mort de Carlo Giuliani, un manifestant qui est décédé pendant une manifestation du G8 en 2001. Et en fait, tout ce qui est raconté dans le livre, c'est lié à des événements qui se sont vraiment déroulés. Oui, mais il confond, là. Il parle du G8 et puis tu parles du Père Noël. Non, mais c'est là c'est là où c'est subtil, c'est que tout ça, c'est vraiment très, très bien fait, c'est très intelligent. Et il y a tellement de références qu'à la fin de l'album, il y a une sorte de glossaire pour comprendre toutes les références qui sont faites appel. C'est des références italiennes. C'est presque international parce qu'il y a des choses qui se passent aussi en Europe et vraiment on apprend des choses et on prend plaisir. Déjà, c'est assez marrant. Même si, des fois, les dessins sont un peu durs, parce que la mort du lutin, c'est quand même pas drôle. Ouais. Mais voilà, derrière, il y a des choses qui sont réelles. Alors, où est-ce qu'il en a... Ah oui, c'est ce que j'entends. L'auteur, donc Zéro Calcaré, c'est un jeune auteur de 40 ans, très populaire en Italie. Il a réalisé des BD dans lesquels il dénonce surtout, il interroge la société. Et il a fait un très bel album qui s'appelle Koban et Calling sur l'armée des femmes kurdes qui ont combattu Daesh. Donc ça, c'est très très bien. Donc, je rappelle, c'est Le Père Noël est mort de Zéro Calcaré aux éditions Cambouraki. C'est paru en novembre 2022 et ça a sa place, je pense, dans notre spécial Noël et sous le sapin. Bon, après cette histoire incroyable, Françoise, toi, tu vas nous parler d'un personnage incroyable. Oui, moi je vais vous parler d'un personnage incroyable qui pourrait presque compléter la rubrique d'Olivier en termes de vengeance de ce qui s'est passé sur tout ça. Donc sur la thématique libre mais moitié contrainte, je ne suis pas un paradoxe près de Noël, mais il a fallu que je trouve une idée. Moi j'avais pas trop envie de rencontrer un gros barbu Rubicon avec des lunettes, symbole qui plus est de Coca-Cola. Burke, je l'ai écrit comme ça. Alors j'ai sollicité le spécialiste de BD de la médiathèque de la Manufacture. Moi, je ne sais pas grand-chose, mais j'aime bien utiliser mon réseau, comme j'ai déjà dit, qui m'a trouvé un comics avec un super-héros, avec des super-pouvoirs, ce qui, vous me direz, est le privilège d'un super-héros d'avoir des super-pouvoirs. C'est cohérent. C'est cohérent, j'essaye, ça c'est ma ligne de côté. Alors celui-ci, là, mon super-héros, il est plutôt physiquement super gaulé, on va dire. Un croisement entre Kevin Costner dans Robin des Bois, le jeu Assassin's Creed pour les camouflages encapuchonnés. Un Raon, j'ai pas prononcé Aron comme j'ai fait ce matin, sur la demi-vêture, muscles et peau de loup. Déjà, ça donne chaud à voir. Pour tout ce qui se laisse, et pour qui se laisse transporter par les barbus super musclés à moitié dévêtus, ça donne chaud. Voilà, j'emprunte le texte de Morrison Grant, qui est donc le scénariste de Comics Book, qui a été super primé. Tout est super dans cette bande dessinée, qui a été faite en collaboration avec un illustrateur, lui aussi super primé, Don Mora. Et tous les deux, donc, sont vraiment, à mon avis, des super-héros de bande dessinée, à eux-mêmes, les deux personnes-là, voilà, dans leur genre. Et voici ce qu'ils en disent. Donc, le super-héros que je vais vous présenter, il défie les lois de la physique. Après, il va falloir que vous deviniez qui c'est. Défie les lois de la physique en voyageant à des vitesses impossibles partout dans le monde, genre le surfeur d'argent, mais c'est pas lui. Il a sa voiture volante, il a une base secrète, il a l'immortalité, il est super populaire dans le monde entier. Elon Musk ? Non, vous allez me dire Superman ou Superwoman, si jamais ça vous tente. D'ailleurs, Superwoman, elle a été mise en BD par Morrison, qui a fait cette bande dessinée. Eh ben non, c'est pas du ça. Ce personnage, moitié Raon, moitié surfeur, moitié Superman, comme on veut, moitié Robin des Bois. En plus, lui, il a un super pouvoir que les autres n'ont pas.
Et moi, je voudrais bien l'avoir. Il travaille un jour par an. Et donc, ce super-héros, c'est Klaus. C'est une bande dessinée qui s'appelle Klaus avec un K. Je le mets comme ça parce que rien que... Voilà. C'est le nom de cette bande dessinée. Autrement dit, c'est le Père Noël. Alors, vous reprenez tous les pouvoirs que je vous ai donnés. Effectivement, vous verrez, il les a... Non. Le Père Noël, il n'a pas une voiture, je suis désolée, il a un traîneau tiré par des rennes. C'est encore il mieux. a un véhicule. J'ai des voitures, alors il avait du mal. Oh là là, je reconnais bien là. C'est encore mieux, ça tombe pas en panne d'essence. Il faut donner du foin quand même. Les pneus neige. Voilà, il a donc un véhicule personnel. Pardon, Francine. Mais j'aurais dû me douter que je me ferais ramasser quelque part. Comme à chaque fois. C'est le leitmotiv, c'est pas grave, j'ai pas de honte. Alors on découvrira dans cette bande dessinée son origine, ses débuts, ses convictions, pourquoi les jouets. Il intervient dans un monde, le monde que tu décrivais, avec des jouets qui sont fabriqués uniquement à destination d'un seul enfant. Tous les autres sont massacrés. Enfin voilà, c'est assez, ça correspond un petit peu à l'univers destructeur que tu décrivais. Sa naissance, ça s'est fait au cours d'un terrible défi qu'il a fallu surmonter et ce fut fait. La bande dessinée, elle est belle. C'est un format que je connais pas. Je vais me ramasser une deuxième tartine, je le sais. Ça fait rien. Pour moi, c'est un format à l'italienne, mais dans l'autre sens. C'est un format comics. Voilà. C'est le format comics. Oh là là, j'aime bien, j'en apprends à chaque fois. J'espère que vous aussi, mais ça fait rien. Voilà, dans l'autre sens. Avec des dessins qui sont chargés, un graphisme qui est haut en couleur, c'est du fantastique. La BD nous offre en fin de livre quelques planches qui ont été faites par des amis, des collaborateurs, effectivement. Des lutins. Mais... Non, oui, des lutins. Non, il y a vraiment des... Enfin, voilà, c'est... moi, je les trouve magnifiques de toute façon. Je sais qu'en radio, ça ne se dit pas d'être magnifique, mais ça ne fait rien. On peut le faire quand même. On peut aller le dire. C'est vraiment plaisant. Donc, voilà, j'en suis. Voilà. Alors, si jamais vous rêvez de dépoussiérer le concept du Père Noël, si jamais le chamanisme psychédélique, ça vous attire, le mot liberté vous parle, n'est-ce pas, mon ami Olivier? Allez-y, découvrez-le. Alors, les avis sont partagés. On aime, on n'aime pas. C'est vraiment chacun son truc. Mais je crois que ça vaut le coup parce que ça dépoussière un peu les choses. Alors, entre autres Père Noël divergents, j'en ai trouvé quelques-uns. Oui. Voilà, je termine. Nous Pelantes de Tronchet, la semaine des 7 Noëls. Bref, on peut trouver d'autres Père Noël dissidents, ça fait du bien. Et puis, fidèle à mes habitudes, je crois que celui-là, je vais l'épouser aussi. Oh là là, mais t'es infidèle au final. Je suis toujours fidèle à l'invité du jour. Alors, merci. Françoise. Alors, Anne-Marie, t'es sûre que ton sapin est bien garni maintenant? Peut-être qu'il me manque un ou deux trucs. Alors je te propose de retrouver Mirko pour qu'il y ait encore quelques idées dans sa hotte. Eh bien maintenant, la carte blanche pour Mirko, on te laisse la parole. Eh bien voilà, j'ai sélectionné parmi tous les livres 4 titres qui me semblent importants, qui ressortent. D'abord un bon récit d'action, King of Spy. Ça serait comme si James Bond, qui commençait à avoir un âge très très avancé, on lui diagnostiquait une maladie dont il n'allait pas s'en sortir. Il décide de récupérer quelques flingues et de réparer les torts qu'il a commis il y a quelque temps. Ça, il n'y va pas par 4 chemins, puisque le but c'est de tuer un maximum de méchants qu'il a pu. Ça va vite, c'est nerveux, et ça c'est très efficace, et c'est une histoire complète. Autre ambiance, les Peasley, j'en avais peut-être déjà entendu, c'est un très très beau récit. Ça va être l'histoire d'une fratrie. Le grand frère a pris la place des parents qui sont décédés. Il travaille beaucoup comme chauffeur Uber sur Paris, au point qu'il en fait à force d'utiliser les GPS, il perd tout sens d'orientation et tout ça. Il a un accident avec une passagère. Cette passagère rentrait en Alaska pour retourner vivre là-bas. Elle décide d'emmener cet homme et ce frère et sœur pour essayer de se reconnecter à eux-mêmes et de se reconnecter un peu à la nature. Ça parle aussi de changement climatique. Et pourquoi les Peasley? Puisque c'est une nouvelle espèce d'ours, croisement du grizzly et des ours polaires, puisqu'à cause du réchauffement climatique, les populations d'ours polaires descendent, et donc ça va parler aussi de ça. C'est très beau, c'est très fort. C'est un beau récit de fratrie, d'enfants un peu perdus et qui vont se retrouver. C'est très très beau. Forcément, il n'y a pas une émission où je ne peux pas parler de Riff Rames. Là, pour les fêtes de Noël, ils sortent le texte. Alors, ce n'est pas une bande dessinée, cette fois-ci. C'est le texte intégral illustré par Riff. 1 an de travail. C'est absolument magnifique. Les images parlent d'eux-mêmes.
Oui, à Noël, des magnifiques illustrations. C'est des magnifiques illustrations. C'est le moment de se replonger dans ce grand classique de la littérature d'aventure, qui est même, à mon sens, un texte fondateur sur tout ce qu'on a pu avoir, même en bande dessinée. Ok. Et enfin, tu nous invites à une dédicace. Voilà, le 3 décembre. Plus qu'une dédicace, il y a aussi la rencontre. Puisque le 3 décembre, Marcelino Truong viendra parler de 40 hommes, 12 fusils. Qui est l'histoire de ce peintre dans les années 50 en Indochine, qui, par le fruit du hasard, va se retrouver embrigadé dans l'armée d'Ho Chi Minh en pleine guerre d'Indochine. Et donc on va voir, ça va être un éclairage sur justement cette guerre d'Indochine dont on aborde très peu. Moi j'ai très peu de souvenirs à l'école. On aborde la décolonisation toujours en priorité plutôt sur le continent africain, mais voilà, l'empire colonial français était aussi en Indochine. C'est absolument merveilleux, on apprend énormément de choses. Et voilà, le samedi 3 décembre, à la librairie, à 15h, il viendra parler, et puis il y aura une séance de dédicace derrière. Une rencontre pour mieux connaître l'auteur. Tout à fait. C'est toujours très intéressant, on vous y invite tous. À bientôt. À bientôt. Le son des bulles sur RCN. Alors, si là, vous n'avez pas trouvé, chères auditrices et auditeurs, de quoi mettre sous le sapin, c'est que là, on ne peut plus grand-chose. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pas possible. Les amis, vous déconnez complètement, là. Ça va pas, je suis fâchée. Mais enfin, Noël, c'est quand même la fête des enfants, non ? Est-ce que vous avez parlé de BD pour les enfants ? Picsou Magazine. Ouais, bon, d'accord, Picsou, mais c'est... Alors là, maintenant, vous allez m'écouter. Maintenant, on m'écoute. Oui, ok. Alors, voilà, pour les petits, on va commencer par les plus petits. Les plus petits, on vous a déjà parlé du Petit Poilu. Le super Petit Poilu, il y a au moins 27 albums, donc vous avez le choix. Il existe même des coffrets. C'est un petit bonhomme poilu qui a des petites aventures. Ça commence le matin, ça finit en fin de journée. Il n'y a pas à lire, c'est pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Après, vous avez un autre truc hyper sympa, ça s'appelle le loup en slip. Le loup en slip, c'est l'opposé de l'archétype du loup, dévoreur de chaperon rouge. C'est très drôle. Il y a au moins 7 albums, vous avez le choix. On va passer au plus grand. Au plus grand, là, il y a des tonnes de choses. Alors, il y a Ariol, j'adore, le petit âne bleu à lunettes, timide et attachant. 18 albums, faites votre choix. Bon, je ne parlerai pas de Mortel Adèle parce que là, ça fait les cours de récré. Après, on a quelques grandes séries. Par exemple, à partir de 8 ans, on a les géants. Les géants, c'est des enfants avec des super pouvoirs naturels. Et des créatures gigantesques. On a aussi bergères guerrières, des filles, dès 9 ans. Donc ça a été Fauve à Angoulême en 2022 quand même, donc c'est de la qualité. Entre dragons et rebelles, bergères guerrières raconte l'odyssée d'une jeune héroïne qui va vivre de grandes aventures dans un univers médiéval fantastique. Elle est poilue en slip. Je sais pas, je demande. Voilà, je fais vite parce que j'ai plein de choses. Le grimoire d'Elphie, à partir de 9 ans, c'est une aventure, il y a de l'amour familial, des enquêtes avec de la magie, c'est super sympa. Les sœurs Grémillet du 7-8 ans, les secrets de famille, avec 3 jeunes sœurs qui font des enquêtes, c'est super, un peu de fantastique aussi, c'est super. Bon, alors j'ai 2 coups de cœur quand même. Donc, il y en a un coup de cœur local, on en a parlé en septembre. Vous pouvez vous référer à l'émission de septembre, c'est Clos et Couette de Bénou et Sylvie Bessard. Donc, allez réécouter le podcast de septembre. De septembre, avec Monsieur Bénou. Et puis enfin, alors là, la petite pépite de la fin, c'est notre ami William Ogel. Donc, on l'avait déjà reçu l'année dernière. Et William, il a des petits. C'est-à-dire qu'il a fait une série. Toute une série. Alors, il y a le petit Mozart, le petit Vinci, Little Agatha Christie. Et en 2022, William nous a fait Little Catherine Johnson. Voilà. Et donc, je vais laisser la place à William pour nous parler de Little Catherine Johnson, parce qu'on a vu William à Saint-Malo, au bord de l'eau. Si tu as vu le film Hidden Figures, les figures de l'ombre en français, bien c'est le personnage principal de l'histoire. Donc c'est une mathématicienne, astrophysicienne qui a participé, qui a travaillé à la NASA et qui a participé au lancement d'Apollo 11.
Alors, vous avez entendu en fond sonore derrière les vagues, hein? Eh bien, écoutez, je pense que la suite va être intéressante. Ma difficulté venait plus de peut-être mon ignorance aussi, parce que je ne suis, moi, en tant que petit blanc français, est-ce que je me sens capable de raconter l'histoire d'une femme afro-américaine ? Et voilà, ça, grande question. Oui. Grande question. Donc bon, je me suis lancé, hein, voilà. Oula. Et là, devinez ce qui s'est passé. Eh bien, notre pauvre William s'est fait arranger par une belle vague. C'est ça, l'interview a pris l'eau, quoi. L'interview a un peu pris l'eau. Donc voilà, je vous laisse découvrir cet album, ce petit album sympathique. Et à la fin de l'album, il y a un cahier d'activités et toute une documentation pour vous expliquer qui est Catherine Johnson. Voilà. Et maintenant, je vais passer un peu la parole à Francine, qui, elle, a quand même vu une BD jeunesse intéressante. Oui, disons que ce week-end, c'est le salon du livre jeunesse à Montreuil. Et les prix, justement, viennent d'être donnés. Et on a appris que c'était Furieuse qui avait eu le prix, justement, de la pépite BD. Alors, Furieuse, c'est une BD que je dirais à partir de 10 ans quand même. Il y a plusieurs niveaux de lecture, même adulte, on se régale bien. Ça commence avec le roi Arthur, qui est complètement ivrogne, etc., tout ce qu'on veut. Et puis, va y avoir un complot un peu entre la fille du roi Arthur, qui, elle, est une combattante, etc., la fille du roi Arthur et l'épée, la fameuse épée. Alors, va y avoir toute une série d'aventures. Et je trouve que ça très bien parce qu'on est surpris à chaque moment où on se dit tiens, on est dans une BD féministe. Eh ben non, c'est beaucoup plus subtil que ça et c'est vraiment un régal. Donc Furieuse qui vient de paraître chez Dargaud cette année aussi. Ok, merci beaucoup Francine. Merci. Eh bien, notre émission arrive à sa fin. Franchement, je crois que là, si on a proposé pas mal de choses pour mettre sous le sapin. Ouais, si on n'a pas pu vous aider. C'est que là, on ne peut plus faire grand-chose. Hein, alors, on a juste, nous, un petit cadeau qu'on va vous proposer pour la fin d'année. C'est-à-dire qu'on se retrouvera le 22 décembre pour une émission spéciale. Alors, on va remercier tout le monde. Nos chroniqueurs, notre technicien Jean-Luc qui est le pauvre encore bien du mal. On souhaite un joyeux Noël à tous. Et puis suivez-nous sur notre page Facebook, n'oubliez pas. Voilà, et puis vous pouvez retrouver en podcast sur rcn-radio.org. À bientôt. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org